suis très heureuse de lancer cette nouvelle semaine respiration du magazine Marie-Claire en partenariat avec WW. Nous vous proposons une semaine autour du printemps pour apprendre à réveiller votre corps et votre esprit en douceur et aborder cette période de renouveau en toute sérénité. Nous vous proposerons une conférence, puis 3 ateliers bien-être, un atelier méditation avec Marine Colombel, un atelier pilates dispensé par Verena Tremel et enfin un atelier pour apprendre à concocter des recettes de saison avec Jennifer Arsmith. J'espère que cette semaine respiration vous plaira et je vous retrouve tout de suite pour notre conférence. Bonjour à toutes les 3, merci beaucoup d'être présentes aujourd'hui pour échanger et discuter à propos du printemps. Le printemps qui est une saison de renouveau, de nouvelle énergie, de mise à nu, de légèreté. L'idée, ça va être de recueillir vos conseils, vos analyses, pour éclairer toutes celles et ceux qui nous regardent à réveiller leur corps, leur esprit en douceur et assurer, si je puis dire, une bonne transition entre l'hiver et le printemps. Vous avez toutes les 3 des expertises différentes et c'est ce qui va être intéressant. Marielle Alix, vous êtes hypnothérapeute. Vous êtes aussi un peu couteau suisse, on le verra, mais vous avez plein d'autres casquettes. C'est ça. Delphine Théard, bonjour. Vous êtes responsable du département Programmes et Sciences chez WW. Tout à fait. Et enfin, Émilie Félix, vous êtes chef et experte en diététique traditionnelle asiatique. Donc voilà, comme je vous le disais, l'idée c'est d'échanger autour du printemps. Après cette longue pause de repos hivernal, la vie reprend enfin ses droits dans la nature, dans notre quotidien. Et donc le printemps, on se dit c'est le moment de se réveiller, de réveiller son corps, son esprit en douceur et de respirer à plein poumon, d'autant plus qu'on est enfin débarrassé de ce masque en extérieur. C'est ça. Donc l'idée, voilà, c'est on profite du printemps pour se laisser porter par une énergie nouvelle, par une énergie naturelle, et on met tout ça à profit pour optimiser son bien-être et se lancer, pourquoi pas, dans des projets qui nous font du bien. Donc voilà, l'idée, ça va être de recueillir vos analyses sur tout ça, d'avoir des conseils aussi parfois très pratiques. Mais avant de rentrer dans le pratico-pratique, si je puis dire, j'aurais trouvé intéressant qu'on parle du printemps en tant que tel et de tout ce que ça peut représenter. C'est vrai qu'il y a pas mal de symboles et d'idées autour du printemps, donc on l'a dit, le renouveau, l'énergie, et notamment il y a l'approche de la médecine traditionnelle chinoise qu'Émilie, vous connaissez bien et qui est très intéressante, qui éclaire aussi d'une autre manière ce printemps. Si je dis pas de bêtises, c'est donc, enfin vous nous le direz, mais c'est une montée d'énergie, mais en même temps il faut faire ça en douceur. Donc voilà, si vous pouvez nous donner votre définition du printemps. Il y a une petite différence en fait entre le calendrier grégorien qu'on utilise nous en Occident et je dirais dans le monde en général, et le calendrier lunisolaire de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'en fait le printemps débute le 4 février à l'occasion du Nouvel An chinois. Okay. Et il va arriver à son apogée lors de l'équinoxe, c'est-à-dire, c'était pour notre cas, dimanche. Voilà. Alors que pour le calendrier grégorien, le printemps débute à l'équinoxe. Qu'est-ce que c'est que le printemps? C'est quand l'énergie yang commence à naître. Le yang, c'est quoi en médecine chinoise? C'est tout ce qui va en fait être dynamisant. Alors souvent on l'explique en disant c'est ce qui va être chaud, ce qui va être la force plutôt centrifuge, on dit le côté masculin, le côté réchauffant, sec. Et le yin, c'est tout ce qui est calmant, apaisant, c'est plutôt l'univers de la lune, le féminin. Donc le yang, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va, et l'énergie du printemps, c'est celle-ci, rythme vers 2 choses importantes, d'une part le mouvement et l'extériorisation. Si je dis pas de bêtises, il faut que ce yin et ce yang ils soient tout le temps équilibrés? Alors, ou pas? Il faut qu'il y ait toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Petit exemple, par exemple, vous avez un projet en entreprise et vous voulez lancer de nouveaux projets. Donc la période du printemps, c'est exactement ça, c'est-à-dire je veux lancer des nouveaux projets, voilà, développer mon activité. Néanmoins, il va falloir aussi thésauriser les connaissances, il va falloir mener à son terme le projet. Mener à son terme le projet, c'est le yin. C'est-à-dire que sans cette phase apaisante et d'harmonisation, il n'y aura pas de réussite. Donc effectivement, toujours un peu plus, un peu de l'un dans l'autre. Ok, c'est aussi l'idée de faire les choses sans se surmonner ou pas forcément? C'est pas forcément ça non plus? Le surmenage, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas être vraiment... c'est pas une idée... se surpasser, se dépasser. Et quand on se dépasse, on s'oublie en fait. On passe devant soi, donc c'est pas quelque chose qui est... D'accord, c'est pas très médecine traditionnelle chinoise. Non, c'est pas très médecine. On aime que les choses soient dans un flux et voilà. La seule chose, c'est de se dire qu'effectivement, à partir du printemps, et d'ailleurs, quand on va s'intéresser au phénomène de détox, et dans le calendrier, ce sera le début du printemps qui sera concerné. Donc c'est vraiment la période février
mars en fait. Davantage que mars-avril, on va mener tous ces projets à partir de ce moment-là. Ok. Marielle, ça vous parle aussi cette idée de renouveau? Vous me disiez, en chaque être humain, on a un peu comme une sorte de sève intérieure. Je trouvais l'image intéressante. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent je pense que peut-être en ville d'ailleurs, on peut oublier que nous faisons partie de la nature en fait. Nous sommes des arbres différents finalement, et c'est plus fort que nous finalement, cette sorte de sève intérieure, d'envie de renouveau, de personnes qui vont vouloir nettoyer chez eux, faire le gros ménage. Et donc il y a une sorte de gros ménage un petit peu instinctif qui se fait à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, le lâcher prise, c'est ce qu'on a envie de lâcher, un petit peu comme les arbres vont peut-être certains lâcher les dernières feuilles mortes, et puis pour que justement les bourgeons et les nouvelles petites feuilles commencent, eh bien, on est dans ce mouvement aussi, et c'est plus fort que nous. Et c'est vrai que ça me parle énormément, ce que tu disais. On s'inscrit dans ça, et donc là, ça va donner naissance à de nouveaux projets, une envie de s'aligner soi, de se dire mais qu'est-ce que je veux moi pour cette saison qui vient, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux faire l'expérience. Et ça va aussi peut-être nous montrer un petit peu des fois les décalages entre ce que l'on souhaite et puis là où on n'est peut-être pas encore. Et on en parlera dans la discussion, Ouais. mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à Et dire il y avait sur aussi ça. cette idée, j'aimais bien le fait de vouloir se déshabiller. C'est vrai, c'est le printemps, il fait un peu plus chaud, donc on enlève des couches, physiquement, littéralement. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on a aussi envie de s'enlever des couches, peut-être qui nous pèsent mentalement. Cette image aussi, je la trouvais parlante. Oui, c'est Donc, ça. c'est ça le printemps. Oui, c'est ça. Et c'est vrai parce que c'est très, très intéressant. On vient de parler de l'hiver et donc cette énergie plus yin où on est finalement, pour moi, je la vois un petit peu aussi comme une sorte d'opportunité de transmutation de tout ce que l'on a vécu justement dans l'année. Et donc là, justement, après avoir transmuté, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on veut porter pour l'année qui vient finalement, puisqu'elle débute au printemps, et qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qui s'est transformé, et donc là on va lâcher ce qui nous correspond plus, et c'est une belle opportunité justement de travailler sur soi, alors que ce soit justement réveiller son corps, finalement corps et esprit pour moi Ouais, c'est pareil. c'est pareil, enfin, j'ai plutôt tendance à appeler corps-esprit. Ouf, maintenant, parce que c'est tellement indissociable finalement. Et donc ça peut commencer par une sorte d'envie du corps d'autre chose, du plus léger, de ce qui sort juste de la terre ou des feuilles toutes vertes, de cette chlorophylle. Et en même temps, pareil, au niveau de la psyché, finalement, on va avoir une sorte d'envie de renouveau, de bouger plus et de dire voilà, quel est mon nouveau projet? On va peut-être chercher un autre travail aussi. Donc il y a plein de choses comme ça en fait à cette saison, et c'est naturel. Oui, ça c'est l'ambiance du printemps, c'est ce renouveau, faire de nouveaux projets. Et Delphine aussi, chez WW, vous le remarquez, le printemps c'est vrai que c'est le pré-été en fait. Exactement, on a le tout début d'année où il y a les grandes résolutions, et puis on a le printemps où on va avoir des membres qui arrivent parce que justement ils ont ce besoin de renouveau, de commencer un parcours de bien-être et de perte de poids. Alors évidemment, il y a l'idée du summer body, de ce qu'on voudrait être sur la plage. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, de se déshabiller. En hiver, on a des vêtements couvrants, et donc avec les vêtements qui s'allègent, il y a certains de nos membres qui viennent aussi pour améliorer leur silhouette parce que c'est ce qu'ils recherchent. Il n'y a pas de mauvais objectif de toute façon pour son bien-être, et ça, l'estime de soi et son image, ça peut être aussi un objectif intéressant et qu'on peut commencer à travailler au printemps. Quand je dis travailler, c'est pas seulement la perte de poids, c'est aussi l'acceptation de ça, on le verra sans doute après. Mais donc voilà, le printemps, c'est un moment où on va se remettre en marche, reprendre, avoir de l'énergie pour commencer un parcours, pour changer un peu son alimentation et profiter des aliments de saison, pour recommencer une activité physique ou ressortir si on avait arrêté pendant l'hiver, ce qui arrive à beaucoup de gens évidemment. Et puis pour aussi reprendre soin de soi, de son état d'esprit, de son sommeil. Donc tout ça, ça contribue à vraiment se remettre et repartir sur une énergie positive. Donc c'est une saison pleine d'opportunités finalement, le printemps. Ouais.
Pour revenir encore une fois sur cette médecine traditionnelle chinoise, c'est vrai que, alors je ne suis pas experte, mais ça fonctionne souvent avec des liens avec les organes. Et c'est vrai que l'organe du printemps, c'est le foie, je crois la vésicule aussi, mais particulièrement le foie. C'était intéressant aussi que je trouve que vous nous en parliez. Oui, alors de ce effectivement, foie. on a chaque saison, donc on a 4 saisons et des intersaisons de 18 jours entre chaque saison, qui sont des périodes où on a un retour à la Terre et où là, c'est la rate qui va prendre le pouvoir et qui va dire, voilà, on se recentre parce qu'on est en train de changer de rythme. Donc une fois qu'on arrive le 4 février, oui, on rentre dans l'énergie du foie. Donc le foie qui est l'organe maître du printemps et la vésicule qui est un peu son lieutenant. Alors le foie, on l'appelle en médecine chinoise le général, parce que c'est un peu le stratège. C'est lui qui organise les choses, c'est lui qui va gérer le flux d'énergie vitale, donc le qi, qu'on connaît bien à travers le qigong, mais aussi l'énergie du sang, et ça rejoint la médecine moderne. Le foie, c'est aussi celui qui va héberger la conscience spirituelle. Donc il y a aussi tout l'aspect émotionnel qui va rentrer, c'est lui qui va capter toutes les émotions. Il élabore les stratégies de défense aussi par rapport à ce qu'on appelle les pervers extérieurs et notamment les vents qui sont particulièrement fréquents pendant les mois de printemps. C'est pour ça qu'on dit en avril ne te découvre pas d'un fil, c'est de se dire que tous ces vents-là qui viennent de l'est, de l'ouest, sont dangereux et donc il faut protéger. Okay. Il élimine les toxines. Le foie. Et donc, on va beaucoup en parler parce qu'on va parler de détox. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on fait une détox ou est-ce qu'on laisse le foie faire son travail ? Ça, c'est la grande question. Ça va être la question. Et on laisse le foie faire son travail s'il est en bonne santé, mais s'il n'est pas en bonne santé. Et là, on verra qu'il y a on en parlera plus tard, qu'il peut y avoir des syndromes de plénitude ou de vide, c'est-à-dire des foies trop excités ou pas assez dynamiques. Et dans ces cas-là, il va falloir donner des petits coups de pouce. La vésicule biliaire, elle travaille avec le foie parce que en médecine, on sait que c'est elle qui va stocker la bile qui vient du foie, qui va aider à digérer les graisses. On l'appelle le lieutenant ou effectivement le conseiller du général. C'est l'armée, quoi. C'est l'armée, c'est-à-dire le foie dirige, il donne les directives et celui qui va appliquer la stratégie, c'est la vésicule. Alors, il y a une petite anecdote, c'est que la vésicule, en fait, elle est liée au courage. Et c'est vrai qu'il en faut. Moi, je n'ai plus de vésicule. Ah oui, j'ai plus de courage. Alors, en fait, c'est un vrai sujet quand on n'a pas de vésicule. Voilà. Donc, le courage, et les samouraïs au Japon, quand ils étaient très courageux, on leur disait en général, tu as une très bonne vésicule biliaire parce que tu es courageux au combat. Donc, effectivement, le courage de partir vers un renouveau, parce qu'il en faut quand on lance des projets du courage. Il en faut quand on décide de suivre un régime. Il en faut quand on décide de lancer un nouveau projet en entreprise ou un projet de vie. Et quand on décide aussi de faire cette détox qui peut être alimentaire ou qui peut être émotionnelle, parce que c'est aussi le moment de se débarrasser de tout ce qui va polluer notre vie affective. Et pour ça, il faut l'aide du lieutenant. Ok. Moi, ça remet toute ma vie en question, là, cette histoire de courage et de vésicule. On va dire que l'énergie est toujours là. T'inquiète pas. En fait, l'énergie est toujours là. Donc, voilà. Bon, très bien. Bon, la fameuse question des détox, effectivement. Là, chacun son avis, mais il y a peut-être un vrai avis, je ne sais pas. Marielle, vous en pensez quoi des détox ? Alors, moi, comme je travaille, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, mon ombrelle, c'est coach holistique, donc j'utilise pas mal de différentes choses. Je fais aussi de la nutrition et je suis praticienne en shiatsu, donc j'ai une vision un petit peu East-West aussi. Et en même temps, étant hypnothérapeute, je travaille vraiment beaucoup avec la psyché. Donc pour moi, quelque part, c'est trouver la bonne attitude pour que la personne aille au bout, finalement, de se faire du bien dans son corps. Et donc, quelque part, pour moi, la détox, alors il y a quelque chose qui se fait tout naturellement, comme on disait, parce qu'on est pile poil dans ce moment-là, mais il peut y avoir justement des choses qui viennent freiner, finalement, quelque part une sorte de désir d'aller dans la détox, mais en même temps plein de freins, parce que finalement, on vit dans un monde où il y a tellement de choses qui nous attirent, etc. Et donc, moi, j'aime bien parler d'un reset, en fait, pour une détox. Et puis aussi, parce que, justement, on sort de l'hiver, et dans cette saison de l'hiver, normalement, on est censé recharger nos batteries. Et parce que détoxifier le corps, ça demande beaucoup d'énergie au foie. Ça demande de l'énergie. Et donc, si finalement on a
continuer comme si de rien n'était en hiver, avec des horaires absolument similaires, alors qu'on n'a même pas la lumière, etc. On n'a pas pris ce temps de repos. Eh bien, on peut commencer un petit peu sur les rotules. Et donc là, ça devient un petit peu compliqué si en plus on se dit, bon, là, je vais faire une détox carabinée. Et puis on arrive avec cette sorte de notion de perfectionnisme. Pour moi, c'est un petit peu la notion que je chasse beaucoup, en fait, cette notion de perfectionnisme. Parce que, et on y viendra probablement, mais dès que on cherche à être dans la perfection, bien dès qu'on fait un écart, hop, qu'on se flagelle. Et donc là, on peut revenir à la case départ. Donc pour moi, la notion de détox, c'est quoi ? On fait un reset, donc qui va vraiment allier cette notion de plaisir, plutôt du long terme quelque part, pour que nos repas soient vus comme des moments de reconnexion à soi, de plaisir. Reset fait un peu moins peur que la détox carabinée. Et puis, apprendre à écouter son corps, en fait. Pour moi, c'est vraiment cette opportunité. Et de voir justement, avec cette trame finalement de bienveillance pour soi, eh bien de voir justement quand je me fais un repas où je dis non à certaines substances, comme le café, comme l'alcool ou d'autres substances, à ce moment-là, eh bien qu'est-ce que ça génère en moi? Et donc ça nous donne une opportunité finalement de nous connaître mieux. Étant coach, j'ai la chance d'accompagner donc mes clientes et on va vraiment se poser ces questions-là. Finalement, c'est un petit peu yin, finalement, un petit peu de yin qu'on apporte dans les échanges pour le voir avec bienveillance, pour voir ce que notre corps essaie d'avoir quand tout d'un coup il est raplapla et il a envie de je sais pas moi, de cette friandise ou quoi que ce soit. Et donc, on va y aller avec ça. Donc moi, c'est vraiment cette notion-là d'allier la psyché pour le voir comme une attitude de bienveillance envers soi. J'apprends à connaître mon corps, je vais dans le sens de mon corps et je m'apprécie et j'apprécie ma silhouette, je la vois se transformer. Donc vraiment tout autour de ça, plutôt que il y a tellement de détox sur le marché qui sont très punitives finalement, qui peuvent nous faire craquer et maintenant ou après. Et donc finalement, j'ai vu que pour moi, personnellement, j'ai vu que les détox ou les resets les plus doux donnaient les meilleurs résultats sur le long terme, en fait. C'est très à la mode, les détox. C'est aussi très à la mode, les cures en tout genre, de bouleau, de radis noir, le jeûne. Delphine, sur le jeûne, j'aurais souhaité que vous interveniez parce que c'est vrai qu'on en a discuté ensemble et que c'était intéressant de se dire qu'il fallait avoir une raison de jeûner. C'est comme les détox, il faut toujours avoir une... En fait, il faut se demander pourquoi on le fait, quoi. Les détox, voilà, il y a des détox où on va juste manger un peu plus de légumes et puis il y a celles où on va faire des cures, des monodiètes, des jeûnes, voilà, exactement. Et les jeûnes, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs types de jeûnes et certains qui sont longs et un peu violents. Donc, le jeûne, il y a plusieurs raisons d'en faire. Il y a des raisons qui vont être très politiques, il y a des raisons religieuses. Et puis, donc ça, après, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser à soi-même et ça suit ses valeurs. Et puis, il y a une certaine quête de sens, en fait. Qu'est-ce qu'on veut avoir en suivant ces jeûnes? Donc, ça va être, est-ce que c'est pour sa silhouette? C'est souvent ça, en fait, voilà, un peu quand même. Parce qu'on pense que ça va marcher, ou alors est-ce qu'on veut se remettre dans une certaine énergie aussi pour certains. Donc voilà, il n'y a rien qui est mauvais, mais il faut chercher pourquoi on le fait. Sur les jeunes, il y a eu une conférence le mois dernier des journées Benjamin Delessert, qui est une des plus grandes conférences de nutrition en France, et il y avait une demi-journée sur les jeunes. Et de ce que les études prouvent, c'est que les jeunes entre 8, 10, 12 heures, c'est intéressant pour le corps parce que ça réduit l'inflammation. Ça, c'est les jeûnes intermittents, ça. Voilà, c'est du jeûne intermittent. Et donc ça peut être intéressant sur le corps, mais sur le long terme, ça peut être plutôt problématique parce que justement, ça peut créer des carences et voilà. Et par contre, pour tout ce qui est silhouette, ça ne fonctionne pas. Les jeûnes, ça n'a aucun intérêt lorsqu'on veut perdre du poids. Donc ça, c'est super intéressant parce que voilà, à long terme, ça donne les mêmes résultats, voire moins bien qu'avoir réduire ses apports d'alimentation en fait. Donc ça n'a pas grand intérêt. Chez WW, nous, on est assez... Alors, le jeûne, voilà, sur le long terme, on pense que c'est pas vraiment une solution. Mais après, chacun est libre d'arranger sa journée comme il veut.
Parce qu'après tout, on a tous des habitudes différentes et pour suivre un programme, quel qu'il soit sur le long terme, il faut que ça nous corresponde et que ça soit personnalisé. Donc voilà. Pour ce qui est de la détox, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on croit beaucoup au pouvoir du foie. Donc voilà, et au pouvoir d'une alimentation équilibrée, saine, très variée surtout, et où on s'autorise les plaisirs justement pour pas craquer et après manger n'importe quoi en très grande quantité. Parce que c'est ça la vraie vie aussi, d'avoir des plaisirs, de profiter de la vie et de manger de tout. Donc le jeûne, pourquoi pas, mais donc le message, c'est réfléchissez à pourquoi vous le faites. Et surtout, ça ne pour fait pas de bonnes mincir. raisons. Et ça ne marche pas si c'est pour perdre du poids. Je voudrais un petit Ouais, peu oui, donner mon Émilie, point de vue parce que ouais, c'est vrai j'allais vous qu'on a interroger, toujours ouais. ce sujet, que pense la médecine chinoise du jeûne? On entend un peu tout et son contraire. Alors c'est vrai que ça n'a pas forcément la cote en médecine chinoise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va solliciter le corps et l'énergie vitale du corps pour faire ce jeûne. On va puiser dans ses ressources. Et quand on puise dans ses ressources, on puise dans l'énergie vitale, le qi, et on va puiser dans le jing, qui est l'énergie de vie, la source première, qui n'est pas renouvelée. Donc, quand on va puiser là-dedans, Qui n'est ça pas sera... renouvelé. Non, ok, le donc, jing, ouais. non, c'est D'accord. un capital qu'on reçoit à la naissance. Et donc, du coup, puiser là-dedans, c'est un problème. Néanmoins, ça existe. Alors, on le disait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on le ferait. Celle pour laquelle on le fait le plus souvent en Asie, c'est pas pour mincir, parce qu'on a vraiment d'autres techniques. On est bien content de voir qu'en plus, ça marche pas. Donc, voilà. Ça peut être pour faire effectivement cette détox de manière très courte, après des excès. Des excès de fête, et voilà, le lendemain, on fait une monodiète ou un jeûne. Ouais, mais c'est pas sur une longue Voilà, durée. donc ça va être très court et puis en fait on restaure, on rééquilibre. On a fait quelque chose de agressif et du coup on va avoir une solution qui elle aussi a son agressivité, mais qui va restaurer rapidement en fait l'équilibre. Et puis il y a la voie spirituelle qui est pratiquée par les moines taoïstes parce que combinée avec la méditation, on arrive avec le jeûne à un niveau de conscience modifié qui pourrait mener à l'éveil. Donc c'est plus une pratique méditative finalement qui va... Et par rapport, donc ça, effectivement, ça a un peu moins la cote. Par rapport aux monodiètes, je voulais juste dire qu'effectivement, on répertorie les mangeurs ou les individus en médecine chinoise dans plusieurs groupes, un peu comme en médecine ayurvédique où on a les pitta, les vata et les kapha, les profils doshiques. On va avoir les personnes qui seront plus yin, les personnes qui seront mixtes, donc yin-yang, et les personnes yang. Juste pour résumer rapidement, la personne yin, c'est la personne qui va être plutôt, d'ailleurs, qui va plutôt s'intéresser, enfin, va plutôt avoir une appétence pour les produits frais comme les fruits, les légumes. Voilà, plutôt lève-tôt, plutôt couche-tôt, qui aime manger régulière et qui va avoir un rythme de vie. C'est un peu les héritiers des populations sédentaires. Donc eux, quand ils vont faire une monodiète, on va plutôt les amener où ils vont plutôt s'amener naturellement en fait, parce que en l'occurrence les gens s'écoutent, ce qui est plutôt une bonne chose, vers des bouillons, de légumes, des soupes, des herbes fraîches. Voilà, ils ont cette appétence pour. La personne yang, elle se lève tard, elle se couche tard, elle n'aime pas le petit déjeuner le matin, elle n'a pas faim le matin. Donc si vous avez des enfants yang, il ne faut pas les forcer à prendre un petit déj le matin très tôt, plutôt. Mettre un petit encas dans le sac parce que vers 11h, c'est des gens qui adorent bruncher par exemple. Alors eux, c'est plutôt des viandards, ils adorent tout ce qui est carné et donc le régime monodiète, ça va plutôt être le protéique en fait. Protéique ou effectivement à base d'eau. Et donc selon le profil, en fait, on se rend compte que la monodiète, elle va pas être la même. Et que si on s'écoute vraiment, on parlait tout à l'heure de cette notion de se dire mais de quoi j'ai besoin. Et ça, c'est un peu la clé, c'est de se dire si un jour j'ai envie de faire un jeûne ou j'ai envie de faire une monodiète, il faut qu'elle soit plutôt spontanée en fait. J'en ai besoin, je le ressens pour une raison X ou Y. Soit j'ai fait des excès, soit j'en ai pas fait, mais je sens que le corps me le demande et je le fais. En fait. Et je m'arrête quand j'ai besoin de m'arrêter, sans rentrer dans le dogme, parce que sinon c'est dangereux et on peut aller vers des excès et détériorer sa santé. Ok. Bon, on a un avis clair là. mais le corps sait très bien dire ce dont il a besoin. Il y a un phénomène qui s'appelle les faims spécifiques. Parfois, on a très envie d'un aliment. Je pense que c'est le cas aussi des femmes enceintes. Oui. Et en fait, c'est le cerveau qui va signaler qu'il a besoin de magnésium, c'est vrai que de ça, je l'ai déjà entendu, d'un élément en particulier. Et il sait très bien dire de quoi il a besoin. Pour ce fameux foie qui est donc notre organe du printemps, alors on a bien compris qu'on ne l'agresse pas avec des détox trop longues ou inutiles. Et en revanche, avec quoi est-ce qu'on peut le chouchouter? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Alors, il y a des aliments à privilégier, il y a des cuissons à privilégier, des modes de conservation à privilégier et des saveurs. Alors, c'est vrai que toute proportion gardée, pourquoi? Parce qu'on va toujours chercher l'équilibre en médecine chinoise, donc on va toujours équilibrer les 5 saveurs.
Néanmoins, il y a une saveur qui est liée à l'univers du foie, c'est la saveur acide. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, on fait ces petites cures de jus de citron. Alors en général, c'est 8 gouttes, hein, c'est pas 2, 3. J'avais un jour rencontré quelqu'un qui mettait 4 citrons le matin. J'ai dit, oulala, mais dans quel état vont être tes dents? Enfin non, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc en général, il faut plutôt le faire d'ailleurs à jeun, avec de l'eau tiède, 8 gouttes de citron pour réveiller, Ouais, ça, c'est réveiller une bonne le chose foie. parce qu'on entend vachement parler de cette astuce du fameux jus de citron. Donc c'est bien de se dire, on se calme, on met pas 15 citrons dans son Non, verre. voilà, il faut informer. En fait, on travaille vraiment comme dans la pharmacopée, on informe le corps, on dit voilà, je te réveille, je te donne quelques gouttes qui vont faire que tu vas te réveiller et je décale le petit déjeuner de 30-40 minutes pour qu'il puisse bien faire son travail. Donc effectivement, l'acide, avec ce bémol qui est que on dit que la saveur acide va nourrir le foie, mais l'excès d'acide va nuire au foie. Et là, je vous parle d'un foie en bonne santé, parce que si on a un foie qui est en plénitude ou en vide, l'acide va vraiment le perturber davantage. Donc pour un foie en bonne santé, effectivement, l'acide. On va aussi avoir la saveur piquante. Pourquoi le piquant? Parce que le piquant, il extériorise le yang. Et comme on est en train de faire naître le yang et qu'on veut l'amener à son apogée pour l'été, on va l'aider. Et donc le piquant, il fait sortir le yang. Il fait aussi sortir la colère, et on en reparlera tout à l'heure, mais quand on est en colère, c'est bien de manger piquant pour qu'elle sorte, pour qu'elle s'évacue. Donc le piquant, encore une fois, sur un foie en bonne santé. Voilà, parce que sinon, ça risque de bloquer l'énergie l'énergie du foie, elle va plutôt monter par la saveur piquante, et il faut que le foie soit suffisamment en énergie pour rassembler son énergie le soir. Si jamais ce n'est pas le cas, l'énergie va rester diffuse et dans les 2-3 heures du matin, vous allez avoir des insomnies. Donc typiquement, l'insomnie de 2-3 heures du matin, c'est une disharmonie du foie. Ça, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, le fait que les organes correspondent à des tranches horaires. Ouais, tout à fait. Et quand on a des réveils nocturnes, c'est un organe qui nous lance un appel. Je Tout trouvais à ça fait. vachement intéressant. Et donc, vous allez voir autour de vous que quand vous demandez quelles sont les insomnies, mais à part ceux qui ont du mal à s'endormir, c'est souvent sur les 2-3 heures du matin. Donc, c'est souvent un signe que le foie envoie un message en disant « je suis en plénitude ou en vide et il faut… » voilà. Et la saveur qui, j'ai envie de dire, va tout le temps, c'est la saveur douce. Alors derrière le piquant, vous voyez très bien ce qu'on va trouver, hein, ça va être les épices feu, mais ça va aussi être des piquants frais. Par exemple, les liliacées, on va retrouver tout ce qui va être donc l'ail, l'oignon, qui sont des piquants rafraîchissants, et les herbes aromatiques, qui vont être piquantes aussi. C'est pour ça qu'on va avoir des bouillons d'herbes, parce que ça va être des saveurs piquantes. On reparlera de ça peut-être plus tard, mais comment est-ce qu'on choisit le chaud et le froid? Quand on est dans une saison, en médecine chinoise, on s'intéresse à la saison, mais on s'intéresse surtout au climat. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, le printemps, il peut être tardif, ou alors il peut être plutôt en avance. Et en fonction du moment où on se trouve, on va plutôt essayer de réchauffer ou refroidir le corps. Donc, clairement, quand on cherche un piquant, aujourd'hui il fait assez chaud, donc on va aller vers des piquants frais, donc des herbes fraîches, de la menthe, voilà. Si il y a quelques jours il faisait très froid, donc là on était plutôt sur des épices, par exemple une cuisine indienne qui pourrait très très bien aller sur ce type de… Et donc la saveur douce, c'est la saveur apaisante. La saveur douce, elle apaise le foie, donc elle fonctionne en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière le doux? On va trouver le sucré, bien sûr, mais pas que ça. C'est-à-dire que le miel, ok, le sucre, mais tous les produits laitiers, les œufs, la plupart des viandes et surtout les céréales et les légumineuses. Donc, harmoniser le foie, c'est ça. Et quand on a envie d'un gâteau, hein, en général, c'est le désir du corps de se dire… Alors, il y a peut-être le désir des yeux, il y a d'autres désirs, ouais. Mais si on a envie, si on se sent stressé et qu'on a envie d'apaisement, c'est vrai qu'on va vers la douceur aussi parce que le corps nous demande ça. Voilà. Ok. Et il y a aussi, c'est vrai que le printemps signe le retour des beaux jours et avec le foie, on pense forcément à l'alcool. Delphine, un avis sur ça, sur l'alcool? Ah oui, on parlait des aliments qui étaient positifs pour le foie. Typiquement, l'alcool, c'est un aliment qui est plutôt négatif. Effectivement, c'est la saison où on commence à réinviter tout le monde. En plus, vous l'avez dit, on a enlevé les masques, donc on est très heureux de pouvoir tous se revoir. Alors, c'est pas l'alcool, le souci, c'est l'excès d'alcool. On a le droit de boire un petit verre de vin, un petit verre d'alcool, avec modération, évidemment. Donc, c'est toujours les excès, le souci. Et quand on fait un excès d'alcool, en fait, déjà, la première chose, c'est que ça va stopper la fonction du foie, en fait, ce rôle de filtre qu'il joue, parce qu'il est saturé. Les enzymes qui sont là pour découper l'alcool et le fait qu'on digère, elles vont arrêter de fonctionner. Et donc, c'est un vrai souci, parce que du coup, on ne va pas non plus bien digérer les autres aliments.
Et puis en plus, cet alcool, il va être directement stocké sous forme de graisse dans les cellules hépatiques. Et donc ça, c'est très mauvais pour le corps, ça nous fait du foie gras, typiquement. Et c'est ni bon, on a l'idée que c'est pas super. Et puis en plus, donc ces graisses, elles sont stockées. Et quand on est dans un parcours de bien-être, avoir des graisses stockées gratuitement, c'est pas très efficace. C'est pas l'idéal. Et en plus, du coup, les autres, tout ce qui est sucre et autres graisses de l'alimentation, elles vont être aussi stockées très vite. Donc c'est vraiment. Puis l'alcool, c'est aussi du cocktail très sucré. C'est la combinaison aussi, quoi. Là, je parle juste de l'alcool, mais effectivement, quand on a de l'alcool pur, ça fait ça. Et en plus, quand on a un super mojito ou le cocktail, je ne sais pas, le spritz, ça va être en plus sucré. Donc le sucre, il va être encore plus facilement stocké. Donc l'idée, c'est de ne pas en boire parce qu'il faut se faire plaisir. Et ça, évidemment, que c'est important. Ça serait trop D'autant triste. que ça va souvent. On boit rarement plusieurs mojitos tout seul, donc il y a ce côté commensalité, festif, ce côté vraiment convivial, festif, profiter, reconnecter, ça c'est hyper important. Mais voilà, on peut alterner avec un verre d'eau, il y a tous les grands classiques. On peut trouver des options où il y a peut-être moins d'alcool, ou se faire plaisir vraiment avec son alcool préféré, puis après boire des boissons qui n'auraient pas forcément d'alcool dedans. Donc il y a des options, mais voilà, il faut toujours penser que pour prendre bien soin de son foie, il faut quand même limiter son alcool. Et peut-être juste un dernier point, on a beaucoup parlé du Dry January, voilà. Et donc le fait de ne pas boire du tout d'alcool pendant tout le mois de janvier. Et en fait, ce mois, il est là pour prendre conscience. Et je pense qu'en fait, c'est pas seulement en janvier. On peut toujours se poser la question de sa consommation d'alcool. Des fois, on se rend pas compte. Donc, ce qui est recommandé, c'est 2 à 3 verres selon le sexe par jour et pas tous les jours. Tous les jours, si on boit de l'alcool tous les jours, je pense qu'on use son foie quand même pas mal. Peut-être on peut se poser la question de sa consommation d'alcool juste pour la prise de conscience. Après, ce qu'on en fait, c'est son choix. Oui, non, c'est vrai. Au-delà des aliments bons pour le foie, il y a aussi le printemps. Enfin, il y a plein d'autres aliments qu'on a envie de manger au printemps. Si on devait conseiller, rapidement les aliments de saison à privilégier, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, Émilie? Alors, on a quelques petites règles intéressantes en fait. La première, c'est la jeunesse, parce que effectivement, le printemps, c'est un renouveau. C'est-à-dire qu'on va, comme on le disait tout à l'heure en préambule, se remettre dans une nouvelle énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher cette énergie nouvelle ailleurs. Donc, on va aller chercher les jeunes pousses. Quand on a la chance d'habiter à la campagne ou près des forêts, c'est le cas par exemple pas mal au Japon, on va aller chercher l'univers sauvage. Donc, tout ce qui va être sauvage va être hyper valorisé. On va aller chercher les herbes, on va chercher par exemple les légumes nouveaux et les jeunes animaux. Donc là, c'est vrai que c'est un peu moins glamour, mais si on est là sur la saison du veau et de l'agneau, c'est justement parce que cette énergie vitale est au maximum et que ça va nourrir l'homme. Et le calendrier de l'élevage correspond justement à ce calendrier dont l'homme a besoin. Les jeunes poussent aussi, et donc ça pose la question de la graine germée, parce que la graine germée, c'est pas mal à la mode. Alors la graine germée, oui, mais tout le monde ne peut pas bien la digérer. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, on considère toujours qu'il y a l'énergie qu'on va acquérir et il y a l'énergie qu'on va dépenser pour digérer ce qu'on a acquis. Et qu'il faut que le rapport soit toujours positif. Ouais. Cette question de la digestibilité, elle est clé, en fait, parce qu'il y a des phases de la vie où on est plus en peine que d'autres. C'est-à-dire l'enfant, par exemple, a moins des capacités digestives, et la personne âgée. Donc, je dirais aux extrêmes de la vie, très difficile de digérer. Donc, typiquement, celui qui digère le mieux, c'est l'adolescent et le jeune adulte. Donc, lui, manger des graines germées, c'est pas un problème. Mais déjà, quand on arrive vers 40, 50 ans, là, ça commence à devenir plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, au Japon, on équeute les germes de soja. Ou alors, on va les yangiser, comme on dit, donc à la plancha, ou on va les faire à l'anglaise, on va les dans l'eau chaude et ensuite mis en glace pour garder ce croquant, cette énergie, mais être en capacité de la digérer. Ensuite, on a ce qu'on appelle en médecine chinoise un tropisme, c'est-à-dire que tous les ingrédients ont un ou plusieurs tropismes. Le tropisme, c'est la destination privilégiée de l'ingrédient dans le corps. Et il se trouve que du coup, il y a des ingrédients qui ont la destination du foie. Donc, on va aller chercher ces ingrédients-là, en particulier. La carotte, le céleri, l'épinard, le poireau, le citron, le kumquat, la rhubarbe sont des ingrédients de saison qui ont le tropisme foie. Tout ce qui va être la couleur verte, et parce que le vert est associé au printemps. Donc, dès que vous voyez du vert, c'est bon signe. Il faut y aller. Donc, il faut aller chercher le vert. C'est-à-dire que même émotionnellement, il faut aller se promener dans les parcs. Et quand vous choisissez un plat, choisissez le vert.
tout ce qui va être légumes à feuilles. Voilà, et puis les herbes, on a parlé tout à l'heure des herbes. Voilà. Ensuite, tout ce qui va être local, alors j'ai envie de dire c'est une règle en général, mais effectivement ce qui est local va être coupé au dernier moment, donc du coup la réserve d'énergie sera plus forte pour nourrir votre yang et votre énergie vitale. Et enfin, toutes les plantes qu'on va appeler amies du foie, comme la chrysanthème qui va vraiment calmer le foie, qu'on peut boire en tisane, la menthe. La menthe qu'on ne va pas infuser plus de 5 à 10 minutes, sinon elle perdra ses vertus digestives. Donc là aussi, on est avec son chronomètre un petit peu, on fait attention. Non, mais c'est bien, c'est des astuces Voilà, pratiques. la baie de goji. La baie de goji, pareil, mais réhydratée, pas sèche et écrasée pour bien libérer les petites graines à l'intérieur. Sinon, il n'y aura pas d'effet. Donc manger des petites graines comme ça, c'est sympa, hein, sans doute, au goût. Néanmoins, pour avoir la vertu médicinale, il va falloir réhydrater et, voilà. Et tous les aliments acides en général, parce que comme on disait, choucroute, alors même si c'est peut-être pas la saison, mais choucroute, tout ce qui va être légumes, lactofermenté, tout ça, tout ce qui va être acidifié. La choucroute, en fait, c'est un plat du printemps. Voilà, Okay. ça peut, ouais, la choucroute. Okay. Après, de toute façon, ça se garde toute l'année, donc voilà, sauerkraut, c'est un plat médicament, Ouais. voilà, qu'on utilise en Europe centrale aussi. Enfin voilà, chacun a sa recette, mais c'est vraiment, ça a des vertus. Allons-y voilà. pour la choucroute. Voilà. Dans les aliments de saison, Delphine, il y a aussi, on n'y pense pas toujours, on pense toujours fruits et légumes, mais en fait, il y a aussi fromage. Là, on a parlé de la viande, mais... Tout à fait. Après, nos saisons, elles sont donc, comme on l'a dit au début, un petit peu décalées. Ouais. Donc déjà, dans les fruits et légumes de printemps, de printemps occidental, peut-être, on va dire, effectivement, il y a des fins de saison où il y aura beaucoup de vert, et puis il y a le début du rouge aussi. On commence à voir poindre les fraises. C'est vrai qu'on les vers voit la là fin déjà, les fraises. Voilà, mars, avril. Après, vers la fin du printemps ici, il y aura aussi des cerises, donc il y a un peu de rouge, c'est sympa. On va, voilà, en légumes, c'est pareil, on va avoir des choses qui commencent à se colorer. D'ici quelques semaines, on va avoir les premières tomates. Donc c'est important parce que ça met de la couleur dans les assiettes aussi. On va passer du vert au rouge et je pense que pour l'esprit, c'est super important. Ça éveille des sens qui sont aussi importants pour se faire plaisir. Et puis, donc, pour les viandes, il y a ce qu'on a dit, hein, tout le veau, agneau, chevreau. Effectivement, pour les poissons, il y a aussi des saisons. Ça, c'est peu connu. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache qu'il y ait des saisons. On le sait un peu pour les fruits de mer, je trouve, mais pas pour les poissons. Ça va être la saison des tourteaux, des langoustines, des huîtres, par exemple. Et puis, ça va aussi être la saison de certains poissons gras, comme les harengs, les sardines, le saumon. Et ça, c'est vrai qu'on recommande toujours d'en manger un peu plus. C'est plein d'oméga 3, donc c'est bon pour la santé. C'est recommandé, en profiter, voilà, au moins une fois par semaine. Et puis... fromage. Le fromage. Alors, le fromage, il y a des saisons pour le fromage. Alors, il y en a beaucoup. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais il y a des saisons pour le fromage. Juste, il faut comprendre comment c'est fait du fromage, quoi. Les vaches, elles ne sont pas toujours au pré. Il y a des moments où elles vont manger de l'herbe au pré. Et puis, il y a des moments où elles vont manger du foin parce qu'elles sont dans les abris. Et en fait, au printemps, on va avoir tous les fromages frais. Donc, quand elles commencent à ressortir, à brouter de l'herbe et qu'on va faire des fromages frais, là, tout de suite, fromage de chèvre, fromage de brebis frais. Et puis, on va avoir aussi des fromages qui arrivent, qui, eux, ont été faits plutôt l'été dernier ou à l'automne et qui, eux, sont passés par l'affinage. Donc, c'est différents types de fromages. Après, c'est une question de goût et de savoir ce qu'on cherche. Alors là, il y en a pléthore. J'ai un peu mon anti-sèche. Je peux parce que, bon... Voilà, je ne vais peut-être pas tout citer, mais Bria, Savarin, Camembert, tout ça, c'est des fromages qu'on peut avoir frais. Et puis, il y a d'autres types de fromages qui vont, eux... Et je vois le reblochon aussi. Voilà, reblochon pour l'évêque master. Choucroute reblochon, j'aurais pas parié, moi, sur le printemps, mais bon. Parce que c'est des fromages qui sont affinés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de goûter ces fromages préférés et d'essayer de voir les goûts par rapport à ce qu'on a mangé cet hiver. Est-ce que le reblochon, ça va être le même, il aura le même goût que ce que vous avez mis dans votre raclette? Ça va être sympa parce que normalement, il y a des goûts qui sont différents parce que justement, c'est une saison différente. Donc voilà, c'est intéressant de profiter de chaque saison et surtout voilà, de mettre de la couleur. Je pense que ça, c'est indispensable. Et justement, tous ces aliments de saison, on peut aller les chercher au marché. C'est vrai que ça fait partie des plaisirs aussi quand les beaux jours reviennent. Est-ce qu'on aurait quelques conseils à donner, Delphine, quand on est au marché sur comment bien choisir? Peut-être qu'on peut se renseigner davantage sur la provenance. Oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui est en local, normalement, ça n'a pas trop traîné sur les étals et ça ne vient pas de loin, donc c'est plus frais, forcément.